visite actuellement monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur Christophe Bigot. Vous êtes en fin de mission au Sénégal. Que peut-on retenir actuellement? Effectivement, je vais partir dans quelques semaines et donc c'est l'occasion de faire un bilan. Je suis arrivé en juin 2016, donc voilà un peu plus de 3 ans. Il y a quelques jours, c'était le 4e, j'allais dire, feu d'artifice du 14 juillet, c'était au lycée Mermoz, et avant la résidence. Et bien sur ces 3 années, je crois que beaucoup de choses ont pu être menées grâce à l'équipe France et grâce au Sénégal. Beaucoup de projets ont été menés à bien. Je pourrais vous en citer de nombreux. Je pense par exemple à ces grands projets d'infrastructure qui sont en cours. Alors on pense bien sûr au TER, mais on pourrait penser aussi à KMS 3. On apporte l'eau du lac de Guiers vers Dakar. On se rappelle qu'il y a eu cette crise de l'eau en 2013, c'est important. On pourrait parler des lycées qui sont construits dans le Grand Dakar, de ces cases, plus précisément de ces abris provisoires qui sont transformés en lycées et en collèges en Casamance. On pourrait parler de ces grands périmètres d'irrigation sur la vallée du fleuve Sénégal ou à Vélingara. Ça, c'est des grands projets d'infrastructure. Il y a aussi des projets dans le domaine de l'éducation. Il ne faut pas l'oublier. Je pense par exemple au campus universitaire franco-sénégalais qui va être lancé au mois d'octobre. 15 formations et qui vont permettre aux étudiants de recevoir les meilleures formations ici au Sénégal avec des écoles françaises qui se déplacent. Et je vais vous donner un deuxième exemple dans le domaine de l'éducation. Nous avons complètement changé Campus France. Campus France, c'est l'endroit où on accueille, on oriente les étudiants sénégalais qui veulent aller en France. Et le résultat, c'est que vous avez un beau bâtiment sur avenue Cheikh Anta Diop en face de l'UCAD. Et c'est qu'on est passé de 2500 étudiants sénégalais qui allaient en France chaque année à 4300. Vous voyez, une augmentation très forte. Donc l'éducation, c'est essentiel. On pourrait parler de culture. La France a beaucoup contribué à l'ouverture du musée des civilisations noires, avec le musée du Havre, le musée des armées, le musée du Quai Branly. Un seul exemple, l'apport du sabre d'Omar El Hadj. Donc ça, je pense qu'il était un sabre historique. Et dans le domaine de la culture, je pourrais citer la résidence d'artistes. Le président de la République, M. Macron, en février 2018, va avec le président Macky Sall à Saint-Louis. Il annonce l'ouverture d'une résidence d'artistes à Saint-Louis. Eh bien, 1 an et demi plus tard, c'est fait. Ça a été lancé, des artistes sont présents, c'est un lieu magnifique à Saint-Louis. Culture, éducation, infrastructure, et on pourrait parler de sécurité. Si on parle de sécurité, par exemple, il y a cette école très importante pour lutter contre les menaces cyber qui touchent la vie de chacun, les entreprises, les individus. Donc voilà des projets très concrets qui sont menés à bien et sur lesquels on va continuer à travailler. Et vous avez aussi tout le réseau des instituts Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack qui ont travaillé ensemble pour organiser des forums jeunesse, pour organiser des événements qui visent à, je dirais, primer, à donner aussi des fonds, à donner de l'expertise à tous ces jeunes qui veulent créer leur entreprise. Donc voilà quelques exemples très concrets. Dans le domaine des hautes technologies, puisque je parlais des jeunes, de la high-tech, eh bien nous avons aussi lancé ce réseau Teranga Tech pour faire en sorte que entreprises sénégalaises, entreprises françaises travaillent ensemble dans ce secteur qui est très prometteur. On pourrait parler aussi de ville durable. L'année prochaine, ce sera le sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux, consacré aux villes durables. On a lancé un réseau ville durable parce qu'on le sait, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Je parlais tout à l'heure du TER, mais ville durable, c'est aussi faire de l'énergie solaire. Nous avons beaucoup contribué avec des entreprises comme Eiffage, Vinci, mais aussi des financements, Proparco et Meridiam, pour favoriser la montée en puissance de l'énergie solaire au Sénégal. Voilà quelques exemples très rapidement. Et comme on constate, votre passage a été marqué par une forte présence des entreprises françaises au Sénégal et la signature de gros contrats dont le train express régional TER, l'autoroute à péage, l'implantation de grandes surfaces commerciales. Aujourd'hui, quel commentaire cela vous inspire? Eh bien, c'est la modernisation du Sénégal qui est en cours. Tous les projets que vous venez de citer font du Sénégal un pays moderne, un pays émergent, un pays qui offre un visage qui est très attirant pour les investisseurs. Pour tous les pays de la planète ont aujourd'hui envie de venir au Sénégal parce qu'ils voient ces infrastructures, cette qualité-là.
Ils voient cette sécurité, ils voient cette stabilité. Ces entreprises françaises dont vous avez parlé ont effectivement participé à cette aventure. Et puis l'avantage de ces entreprises, c'est que je dirais, vous dites qu'elles sont françaises, c'est vrai. Le capital est français, mais les employés sont sénégalais. Les impôts sont payés au Sénégal et ces entreprises respectent le droit du travail sénégalais. Donc elles participent à la modernisation de l'économie sénégalaise. Et ça, je crois qu'au final, le consommateur aussi, ou l'usager, y est évidemment aussi grandement bénéficiaire. Mais quel est l'impact réellement de ces entreprises françaises sur la croissance économique du Sénégal? Alors ça, je crois qu'il faut le demander aux autorités sénégalaises, mais ce que je peux vous dire, c'est que on chiffre, c'est le chiffre qui est donné en général, c'est qu'il y a à peu près 20 000 emplois qui dépendent directement, donc des gens qui sont payés directement par ces entreprises. Donc ça, je crois que c'est important. On donne souvent aussi la part des impôts qui sont payés par ces entreprises, donc c'est une part aussi élevée. Donc c'est une part qui est très significative. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent au Sénégal. Comme je le rappelle souvent, il ne nous aura pas échappé que British Petroleum, comme son nom l'indique, est une entreprise anglaise, que les entreprises ici qui s'occupent des mines d'or sont en général anglaises ou canadiennes, que les phosphates, qui est une grande ressource du Sénégal, est exploitée par une entreprise qui est indienne et indonésienne, et que la principale banque du pays, au Sénégal, elle est marocaine. Donc il y a beaucoup de pays qui trouvent que le Sénégal est un endroit où il est bon d'investir. Et croyez-moi, nous, en France, on cherche toujours à recruter des investisseurs pour qu'ils viennent investir en France. Parce qu'un pays où les investisseurs viennent, c'est-à-dire que c'est du capital, de l'expertise, des technologies, des emplois qui sont créés. Donc c'est un signe de bonne santé de l'économie sénégalaise que tant de pays veulent ici venir investir. Autre question, observateur averti de la vieille scène politique sénégalaise et amoureux de ce pays, quel conseil donnez-vous à l'aune des 1001 défis qui attendent le Sénégal, à la classe politique d'abord, ensuite aux Sénégalais lambda, ne serait-ce que pour l'émergence de ce pays? Alors moi d'abord, je me garderais bien de donner le moindre conseil. En français, comme on le dit toujours, voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais moi je crois qu'ici, quand on vit au Sénégal, bien sûr, on ressent les difficultés de la vie. Moi je ne reste pas au bord de ma piscine au Cap Manuel. Donc je sais ce que c'est, encore une fois, pour certains, de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir d'eau, d'aller au village avec une piste et que pendant l'hivernage, eh bien, la piste soit coupée. Mais ce qui me frappe, c'est cet esprit de combat, cet enthousiasme, cet esprit très positif, cette capacité à surmonter tous ces obstacles pour aller de l'avant. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez un pays qui est un pays stable, qui est un pays sûr, qui est un pays démocratique, un pays qui attire des investisseurs. Vous avez des besoins considérables. Je pense que entre ceux qui viennent et ceux qui ont des besoins, il y a matière, je dirais vraiment, à travailler ensemble. Moi, la seule chose que je puisse dire, s'agissant de la France, c'est que la France, elle entend bien rester un partenaire très étroit du Sénégal. Nous avons confiance dans le peuple sénégalais, nous avons confiance dans les autorités sénégalaises, et nous pensons que la relation entre la France et le Sénégal, c'est une relation d'avenir. C'est une relation très forte, parce que, voilà, ce sont de vrais partenaires. On travaille ensemble. On le dit toujours, c'est Niofar. Bon, moi, mon regret, comme je le dis toujours, c'est de ne pas avoir appris plus le Wolof. Parce que, voilà, le Wolof, c'est pas seulement Niofar, évidemment. Mais quand même, c'est cet esprit-là, cet esprit de chaleureux, hospitalier, cet esprit de solidarité qui est important. Et le Sénégal, qui connaît cette phase de croissance très forte, eh bien, va devoir à la fois gérer cette croissance très forte, ses besoins, ses changements. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je pense que les fondamentaux ici sont très solides. Voilà, vous avez une société qui est stable, vous avez un État qui est légitime, vous avez des frontières qui sont sûres, et vous avez un consensus au sein de la population. Vous savez où vous voulez aller. Après, vous avez un débat démocratique, c'est normal. C'est normal, heureusement. C'est très sain d'avoir ce débat démocratique. Vous n'êtes pas un pays autoritaire où une seule personne décide. Vous n'êtes pas un pays où une poignée de gens décident du sort des autres. Chacun participe au débat. Et donc après, voilà, il y a toujours plusieurs options, il y a toujours plusieurs solutions. Mais je sens quand même un grand mouvement animer ce pays. Et ce mouvement vous amène dans la bonne direction.
il vous amène à avoir plus de prospérité et aussi plus de solidarité envers les uns et envers les autres. Et moi, ce que je peux vous dire, voilà, c'est que la France sera au rendez-vous, elle continuera à accompagner le Sénégal aussi bien que possible. Ce n'est jamais parfait. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Mais on essaye de faire au mieux et on le fait avec du cœur. Moi, je vais partir ici, comme je dis souvent, Samarol, mon Gifi, si Sénégal, c'est-à-dire mon cœur reste ici au Sénégal. Parce que voilà, on ne peut pas vivre ici sans tomber amoureux de ce pays. Parce qu'il est tellement accueillant, il est tellement attachant. Ici, on vit 1000 vies, on a 1000 souvenirs. Et c'est des souvenirs qui sont très forts et qui vous permettent ensuite d'avoir cette confiance. Vous voyez les difficultés, vous voyez les besoins, et puis sur cette base-là, vous avancez. Et parlons à présent francophonie. Comment voyez-vous l'avenir de la francophonie avec un poids démographique qui penche plus vers les pays en voie de développement, alors que le pouvoir de décision se trouve au nord, avec principalement la France et le Canada comme puissance décideuse, sans compter la menace de l'anglais et la montée en puissance des langues nationales dans nos pays? Alors je crois qu'il ne vous aura pas échappé que s'agissant de la personne qui dirige l'Organisation internationale de la francophonie, c'est qu'elle est africaine et en l'occurrence elle est rwandaise. Donc vous voyez, la francophonie, ce n'est pas le monopole ni du Canada ni de la France. Et évidemment, vous avez tous en tête que le président Abdou Diouf a pendant longtemps dirigé la francophonie. Donc la francophonie, c'est évidemment, et j'allais dire d'abord, parce que c'est en Afrique qu'on trouve le plus de locuteurs, c'est d'abord une francophonie africaine. Et il faut donc que chacun s'approprie cette langue, la fasse vivre, la développe, crée aussi un nouveau vocabulaire, et aussi qu'on connaisse mieux, par exemple, les écrivains francophones africains, qu'on les fasse vivre aussi dans le public francophone sur l'ensemble de la planète. Ça, je crois que c'est un défi important. C'est aussi un défi de faire en sorte d'améliorer la qualité de l'enseignement. Le président Macron, lorsqu'il est venu à Dakar, lors du partenariat mondial pour l'éducation, à l'invitation du président Macky Sall, a promis 300 millions d'euros. Donc avec cet argent, voilà, nous allons évidemment promouvoir l'éducation. Je viens de signer il y a quelques jours pour 72 millions d'euros d'aide auprès du ministère de l'Éducation pour renforcer l'éducation. Donc tout ça participe dans le même sens. Et je sais que voilà, le Sénégal porte haut les valeurs de la francophonie. Je n'ai pas oublié que c'est au Sénégal, à Dakar, aussi que s'était tenu, je crois que c'était en 2014, le sommet de la francophonie. Et Mme Pen Dambo, qui est l'envoyée personnelle du président de la République Macky Sall, joue un rôle très important dans cette francophonie, qui est vraiment une francophonie aujourd'hui universelle. Je voudrais donner un autre exemple sur la francophonie. Un pays qui vous est cher, un pays très proche du Sénégal, un pays devenu démocratique depuis seulement 2 ans et demi, la Gambie. La Gambie a souhaité devenir membre de la francophonie parce qu'elle a trouvé que c'était une organisation attirante, une organisation où chacun avait sa place, de manière libre, plurielle, et aujourd'hui, la Gambie fait partie de la francophonie, comme elle fait partie aussi du Commonwealth. Ok, parlons également. Dernièrement, on a vu que près d'une tonne de drogue a été saisie au port de Dakar. Pensez-vous que les États africains, particulièrement le Sénégal, luttent suffisamment contre le trafic de drogue? Je sais que c'est un effort très important qui est mené par les États africains et évidemment mené par le Sénégal pour lutter contre ces trafics de stupéfiants. Vous savez, en Europe, nous avons des trafics de stupéfiants aussi considérables et le travail des douaniers au port du Havre, au port de Marseille, à l'aéroport, évidemment, de lutter contre ces trafics. On sait où est produite la drogue, en général en Amérique latine, en Afghanistan par exemple, pour donner 2 exemples de centres de production. On sait où sont les centres de consommation et après vous avez des trafics très importants qui sont destinés évidemment à cacher l'origine des marchandises et donc il y a une imagination des contrebandiers, de tous ceux qui participent à ces activités qui sont des activités criminelles. Vraiment des activités criminelles. Et donc, moi je me félicite que la douane sénégalaise ait pu ainsi saisir de telles quantités de drogue. Je crois que c'est très important. C'est un signal très important qui est envoyé à tous les producteurs de drogue et ça les décourage, je dirais, de passer par le Sénégal et j'espère par l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour leur contrebande de ces produits qui, il ne faut pas l'oublier, sont quand même des produits extrêmement toxiques et qui, à la fin, conduisent à des pathologies, conduisent à la violence.
notamment chez les jeunes qui les consomment. Et la drogue en question avait été saisie dans un bateau appartenant à une société française. Et d'aucuns disent que les autorités françaises, particulièrement diplomatiques, se seraient impliquées dans la libération d'un des mis en cause et qui se trouve être un citoyen français. Vous le confirmez? Alors, si vous parlez du navire qui doit s'appeler Grandé Bénin ou Grandé Nigeria, il appartient à un armateur qui, je crois, s'appelle Grimaldi et qui n'est pas précisément français, cette société. Donc, c'est sans doute pas à ça que vous faites référence. Et là, non, mais là, le DG de Dakar Terminal a été arrêté, mais après, il a été libéré. Donc, vous ne faites pas référence à la compagnie qui possède le bateau, vous faites référence à la compagnie qui décharge les cargaisons, qui est tout à fait différent comme sujet. Voilà, et vous venez de l'indiquer, ce responsable a été libéré. Après, donc, ça veut dire que la justice et la douane sénégalaise ont fait leur travail, elles ont interrogé tous ceux qui pouvaient, de près ou de loin, avoir été témoins éventuellement d'une action sur laquelle ils pourraient apporter des informations. Donc, il était tout à fait compréhensible que cette police et cette douane interrogent ce responsable. Et je comprends donc que ce responsable a été libéré. Votre passage a été aussi marqué par la montée du terrorisme au Sahel. Le Sénégal, pays frontalier du Mali, fait l'objet de menaces croissantes. Y a-t-il des raisons d'être alarmiste? Alors, effectivement, la région connaît une phase de crise qui est particulièrement préoccupante. Vous le savez, nous avons 4000 hommes au Mali, au Tchad, au Niger, qui, avec les soldats africains, dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali, avec des soldats européens, avec les soldats de ce qu'on appelle la force G5 Sahel, combattent ces terroristes. Donc nous menons une action forte. Il ne faut pas l'oublier, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que chaque année, des soldats français meurent sur ces théâtres. Ils meurent. Voilà. Ce n'est pas facile d'expliquer à leurs familles et aux Français pourquoi est-ce que ces soldats meurent sur ce théâtre malien. Pourquoi? Donc ça veut dire que si nous continuons à le faire, ça veut dire qu'on accepte ce sacrifice, qu'on accepte ce dévouement pour défendre le Mali, pour défendre la stabilité en Afrique de l'Ouest. S'agissant du Sénégal, avec le Sénégal, nous avons une coopération sécuritaire qui est vraiment exemplaire. On a parlé tout à l'heure de l'école cyber, on aurait pu parler de l'école de l'air. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec le ministre des Forces armées, on avait emporté des avions, des Epsilon, qui servent d'avions d'entraînement pour les pilotes sénégalais. Mais j'aurais pu citer aussi nos efforts en direction de l'école de gendarmerie. Il y a quelques jours, j'étais avec le général, le haut commandant de la gendarmerie, pour participer à la cérémonie de sortie des officiers de gendarmerie. Donc notre coopération, elle est intense, elle passe par de la formation, ça c'est très important, elle passe par des exercices ensemble, elle passe aussi par la fourniture d'équipements. Donc voilà des actions très simples, très concrètes, et qui visent à aider le Sénégal à avoir une sécurité aussi opérationnelle que possible. Ce qu'on peut constater, c'est jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui est remarquablement sûr et stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune menace, bien sûr. La menace, vous savez, elle est quotidienne, et c'est pour ça que l'action des forces de l'ordre, qui est extrêmement professionnelle au Sénégal, est essentielle. Une démocratie, ça repose d'abord sur la sécurité des citoyens. Quand la sécurité des citoyens est assurée, après, tout devient possible. Et ça, c'est une qualité indéniable qu'il faut reconnaître au peuple et aux autorités sénégalaises. Et nous apportons notre aide. D'ailleurs, d'autres aussi y concourent. Et je voudrais aussi, au passage, signaler le rôle des éléments français au Sénégal. Nous avons célébré le 14 juillet chez eux, dimanche, c'était le 14 juillet. Et les éléments français au Sénégal, chaque année, forment 2000 soldats sénégalais. Ces soldats sénégalais, ensuite, partent souvent dans des opérations de maintien de la paix à l'extérieur. Ça peut être au Mali, ça peut être en Centrafrique, ça peut être au Soudan. Autre question, M. Bigot. Quelle réflexion vous inspire la volonté de certains États de mettre en place une monnaie unique, l'éco, et de s'affranchir du coup de la tutelle du Trésor français? Alors, je crois que le plus grand est l'espace monétaire, mieux c'est. Donc si
beaucoup de pays peuvent s'agréger ensemble et bâtir une union monétaire, ce serait une excellente nouvelle parce que ça permet d'élargir un peu l'espace dans lequel on peut commercer et se développer. Vous savez, l'Europe, elle a mis près de l'idée est née en 1950 et l'euro est né en 2000. Donc elle a mis près de 50 ans avant d'aboutir à une union monétaire. Et encore, ce n'est pas sur l'ensemble des membres de l'Union européenne, c'est une partie d'entre eux. Donc c'est un effort considérable. Et il faut faire en sorte de vérifier beaucoup de critères parce qu'une monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Une monnaie, vous n'avez pas envie que sa valeur change d'un jour à l'autre. Vous n'avez pas envie que ce que vous possédez ne vaille plus rien le lendemain. Quand vous achetez quelque chose qui vient de loin, vous n'avez pas envie que les prix augmentent d'un jour à l'autre non plus. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'inflation, qu'il n'y ait pas de dévaluation. Et puis quand vous êtes dans un ensemble, il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de règles soient respectées. Notamment en termes de ce qu'on appelle les critères de convergence sur les critères budgétaires, les critères de dette, les critères d'inflation. Donc voilà les règles qui président à toute union monétaire, mais sinon le principe d'union monétaire, évidemment, c'est une très bonne chose. Au passage, je rappelle que la zone franc, aujourd'hui, est une zone qui est une des zones les plus prospères du continent africain. C'est une des zones où il y a la croissance la plus forte. Et c'est une zone où vous avez zéro inflation. Donc c'est une zone qui, je dirais, est appréciée et est enviée d'autres pays. Bon, et il n'y a au passage aucune tutelle du Trésor français, puisque comme vous le savez certainement, la France est minoritaire dans tous les cercles de décision de la zone franc. La zone franc, c'est une zone qui appartient aux Africains et aux seuls Africains, et qui permet de la stabilité au niveau de la valeur de la monnaie, et qui permet aussi une forme d'union régionale, et donc qui permet aussi à plusieurs pays de faciliter les échanges entre eux. Après, comme l'a dit le président Macron, les dirigeants africains sont totalement, évidemment, libres de changer les paramètres de cette zone franc. C'est une décision qui leur revient. Nous, en attendant, eh bien, nous garantissons la stabilité et la convertibilité de cette monnaie, et nous rémunérons au-dessus d'ailleurs du prix du taux du marché les réserves qui sont apportées en échange de cette convertibilité. Donc vous voyez, on est très ouvert, très flexible, et encore une fois, c'est aux dirigeants africains, ensemble, de réfléchir sur quels peuvent être les contours de cette union monétaire dont vous parliez. Et si la monnaie est unique, est-ce que ça aura, quel impact ça aura dans les échanges? Les échanges ne dépendent pas de la monnaie. Vous avez des échanges, par exemple, très importants avec la Chine. Je crois que les échanges avec la Chine ont été multipliés par 4 en l'espace de 10 ans. Et sauf erreur, il n'y a pas d'union monétaire entre le Sénégal et la Chine. Donc l'un n'a pas de lien avec l'autre. L'union monétaire, par exemple, est avec la zone euro. Vous avez beaucoup de pays dans la zone euro et tous n'ont pas forcément des échanges importants avec le Sénégal. Donc les deux sont assez largement déconnectés. Je pense que ceux qui ont un commerce important avec le Sénégal, c'est tout simplement ceux qui connaissent depuis longtemps le Sénégal, c'est ceux qui sont conscients des opportunités qu'il y a ici au Sénégal, et c'est ceux aussi pour lesquels les Sénégalais éprouvent, je dirais, la qualité des produits. Ils se disent, voilà, j'ai envie d'acheter à tel endroit. C'est une décision, le commerce, c'est une décision qui relève des individus, elle ne relève pas des États. Elle ne relève pas non plus de la monnaie. C'est pour ça que si vous regardez les chiffres de votre commerce extérieur et les chiffres... Et concernant les étudiants, la question de l'augmentation des frais d'instruction des étudiants, d'inscription des étudiants hors Union européenne, fait débat actuellement en France. Le Sénégal peut-il bénéficier d'un traitement de faveur? Alors le Sénégal, si on regarde de près les chiffres, vous pourrez observer que les étudiants sénégalais, d'une part une très grande partie, se sont inscrits dans des universités qui accordaient des exemptions. Et donc ces étudiants-là ne supporteront pas de coûts supplémentaires l'année prochaine. Ça, c'est une partie d'entre eux. Une partie d'entre eux étaient inscrits dans des universités où ils devaient payer un surcroît en termes de coûts d'inscription. Et nous avions indiqué que le service culturel, à titre exceptionnel, financerait cette année eh bien, ce surcoût. Et nous avons pu effectivement répondre favorablement à cette demande. Et donc
pour ce qui est de la rentrée scolaire 2019, aucun étudiant sénégalais n'aura à assumer ce surcoût. Maintenant, ce que je voudrais quand même dire, c'est que même avec cette hausse des droits d'inscription, eh bien, aller dans une université en France, c'est beaucoup moins cher qu'aller dans la plupart des universités sur la planète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même avec ce système de hausse des droits d'inscription, les deux tiers des coûts sont supportés par l'État français. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, si vous allez par exemple dans une université privée au Sénégal, eh bien le prix sera plus élevé sans doute que si vous allez dans une université en France. Donc alors évidemment, si vous allez en France, vous devez aussi payer le transport, le logement. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce coût ne représente qu'une petite fraction de la réalité des dépenses qui doivent être assumées pour évidemment entretenir les locaux et payer et rémunérer les formateurs. Après, l'idée de cette hausse, c'était d'améliorer les conditions d'accueil en France pour que les étudiants, qu'ils soient sud-américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, soient accueillis de la meilleure manière dans les universités françaises. Voilà un peu où est-ce que nous en sommes. Et je dirais que, s'agissant en particulier du Sénégal, il faut quand même avoir en tête l'effort très particulier que représentent les bourses versées par le gouvernement sénégalais. Et je pense aussi qu'il serait important sur l'avenir, j'en ai discuté avec l'Agence française de développement, avec le patron de la Société Générale sur l'ensemble de la planète, il serait important de mettre en place un système de crédit étudiant pour que les étudiants puissent rembourser ensuite les frais d'études à l'issue de leurs études. Je pense que c'est un dispositif qui a fait ses preuves un peu partout sur la planète. Je crois que ce serait aussi utile pour permettre à chacun de pouvoir faire des études sans que la question financière soit un élément discriminant. On va à présent évoquer les contrats pétroliers au Sénégal parce qu'on a vu que la France se positionne avec Total sur le marché du pétrole et du gaz, alors que certaines opinions publiques récusent les conditions dans lesquelles le Sénégal a signé ces contrats. Ne craignez-vous pas pour les intérêts de la France au moment où certains demandent une renégociation de tous les contrats en cours? Alors, vous savez, là, je suis très à l'aise puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le pétrole est exploité par Woodside, qui est une société australienne, et le gaz est exploité par une société britannique qui s'appelle BP. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de Total, de quoi parle-t-on? On parle de l'exploration, c'est-à-dire essayer de trouver sur le périmètre qui lui a été accordé du pétrole ou du gaz. À ce stade, personne ne sait si Total va trouver du pétrole ou du gaz. C'est un effort. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés par Total, et peut-être que Total ne trouvera rien. Donc on en est dans la phase exploration. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre que le registre qui est de l'exploitation. C'est-à-dire vous avez des découvertes de pétrole et de gaz qui sont connues, vous achetez ces gisements, et vous ensuite faites en sorte d'arriver à maturité, d'arriver à production. Donc voilà où est-ce qu'on en est à ce stade sur Total. Donc des permis d'exploration, et nous attendons de voir si le puits que Total a foré montre ou non la présence d'hydrocarbures. Vous savez, c'est un pari qui demande beaucoup d'investissement, et la plupart du temps, eh bien, les puits ne donnent rien. Voilà, donc il faut que vous trouviez des entreprises qui soient prêtes à prendre ce risque d'investir des dizaines de millions d'euros sans rien trouver. Donc si je vous comprends bien, on ne peut pas renégocier les contrats en cours, comme le demande une certaine opinion publique. Pour l'instant, encore une fois, ce dont je vous parle, ce dont j'ai à connaître, il s'agit d'exploration. Voilà. Là, je pense que vous parlez d'autres contrats. Donc ça, je dirais, ça ne relève pas évidemment de moi, et nous n'avons pas d'avoir d'avis à donner sur des contrats qui n'ont pas été signés avec des sociétés françaises.